Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode en continuité avec le précédent consacré à l'empereur Constantin, car nous allons nous pencher sur une autre figure aussi fascinante que controversée de l'Antiquité tardive, l'empereur Julien que l'histoire chrétienne a retenu sous le nom de Julien l'Apostat, Julien qui n'est autre que le neveu de Constantin. Pourquoi cet homme continue-t-il, 16 siècles après sa mort, à susciter autant de débats et passions ? Était-il le dernier défenseur du paganisme antique face à la montée du christianisme ? Un philosophe néoplatonicien tenté par une restauration spirituelle impossible ? Un souverain éclairé ? Ou bien un empereur tragique, emporté par un rêve politique et religieux déjà condamné par l'histoire ? Pour comprendre le destin singulier de Julien, il faut revenir sur une enfance marquée par les violences dynastiques, sur sa formation intellectuelle exceptionnelle, sur son rapport complexe au christianisme, sur son admiration pour la culture grecque et sur l'influence décisive du néoplatonisme dans sa vision du monde. Nous évoquerons également ses campagnes militaires sur le Rhin, son accession au pouvoir impérial, sa tentative de réorganisation du paganisme, sa dernière expédition contre les Perses, ainsi que la manière dont son image et ses écrits ont été transmis, combattus, transformés ou parfois effacés par les auteurs païens et chrétiens des siècles suivants. Pour nous accompagner dans cette exploration, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Sellerier. Monsieur Sellerier, bonjour. Bonjour, Monsieur Langenfeld, merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes professeur de lettres agrégé à l'INSPE de Limoges, l'Institut national du professorat et de l'éducation, et chargé de cours en histoire ancienne à la faculté des lettres et des sciences humaines de Limoges. Votre thèse, L'ombre de l'empereur Julien, le destin des écrits de Julien chez les auteurs païens et chrétiens du IVe au VIe siècle, a été publiée aux presses universitaires de Paris-Ouest et a obtenu le prix de thèse René Rémond en 2013. Alors, Monsieur Sellerier, pour commencer, pouvez-vous nous donner quelques points de repère dans la biographie de Julien ? Oui, donc Julien arrive après Constantin et après Constance. Il naît en fin 331 ou début 332, donc oui. Déjà date de naissance. Les dates importantes de sa vie, si on les balaye rapidement, c'est 337 avec la mort de Constantin et ce qui va se passer avec le problème de la succession de Constantin en 337. Oui. Il est un enfant, mais il va être concerné par ces problèmes de succession. Ensuite, les dates importantes, c'est 355, quand il est élevé au Césarat par Constance. Julien devient Julien de César. 357 ensuite, c'est son grand fait d'armes, la victoire de Strasbourg. 360, c'est l'usurpation, le coup d'État de Lutèce. Il est proclamé Auguste, on y reviendra aussi. Et donc un règne de 361 à 363, puisqu'il meurt en 363 à la tête de ses troupes lors de l'expédition en Perse. Donc une vie courte, 30 ans, et on voit tout de suite comment, avec ce héros mort à 30 ans, comment du côté des païens, on en a fait, on verra, un rival du Christ finalement. Alors, que représente Constantin dans l'enfance de Julien ? Ce qui est sûr, c'est que Julien fait partie de la branche gênante de la descendance de Constance Chlore, puisque son père, Jules Constance, est le demi-frère de Constantin, donc il fait bien partie de la dynastie constantinienne. Son père avait été exilé, tenu à l'écart. Julien est donc un petit-fils de Constance Chlore, un neveu de Constantin, et il a toujours assumé les devoirs et les charges dynastiques liées à sa famille. Il proclame à plusieurs reprises qu'il a bien conscience d'être né dans une famille qui a la charge de gouverner le monde. Son rapport à Constantin, dans l'enfance difficile de l'évaluer, on sait surtout ce qu'il nous en dit ensuite. Constantin ne fait l'objet d'une détestation ouverte que dans les écrits de la fin de sa vie, dans les années 361-363. Donc on peut imaginer qu'il y a une construction rétrospective, mais la détestation a dû naître assez tôt, accentuée par les propres méfiances de Constance, fils de Constantin, à l'égard de Julien. Julien a dû dissimuler son paganisme et sa détestation de Constantin pendant de longues années. Il n'empêche que cette détestation est très vive, on la trouve notamment exprimée à la fin de son ouvrage des Césars. Alors,
En 337, lorsque Constantin meurt, il y a bien sûr la question de la succession. Ses fils, Constantin II, Constance II et Constant, vont, alors je pense, ce sont eux qui vont opérer un certain nombre de massacres justement pour se débarrasser de l'autre branche qui pourrait également succéder. Qu'en sait-on ? En 337, à la mort de Constantin, on sait que Constantin, Vincent Puech vous l'a dit, avait préparé sa succession avec Eusèbe de Césarée, mais la réalité a été un petit peu différente. Les trois frères, évidemment, souhaitent se partager l'Empire. Les choses traînent en longueur, puisque pendant tout le printemps et l'été 337, les choses ne sont pas décidées. Ce que l'on sait, c'est que pendant l'été 337, il y a ce massacre où on se débarrasse. Certainement, Constance en est l'instigateur principal. On se débarrasse de la branche gênante du père de Julien, de certains autres demi-frères. La grande question, c'est pourquoi Julien et son demi-frère Gallus, plus âgé que lui, ont été épargnés. Alors les versions sont différentes. Étaient-ils malades à ce moment-là ? Ont-ils été considérés comme des descendants encore inoffensifs vu leur âge ? Il n'a que 5-6 ans à ce moment-là, pour Julien. Ont-ils été sauvés par l'entourage religieux ? C'est ce que disent certaines sources chrétiennes. Ont-ils été sauvés dans l'idée, le souci d'assurer une continuité dynastique, puisque c'était quand même l'idée de la théorie constantinienne du pouvoir. En tout cas, Julien et son demi-frère Gallus échappent au massacre, mais Julien attribuera la responsabilité de ce massacre à Constance, alors qu'elle est peut-être partagée avec ses frères. Oui. Alors, j'imagine que cette expérience a dû créer une défiance durable à l'égard du pouvoir impérial chrétien. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que si on imagine... et Julien a raconté à plusieurs reprises cette expérience du massacre, on peut entrer dans une interprétation psychologique ou psychologisante. Il est clair qu'il y a un traumatisme personnel, psychologique, familial dans l'enfance de Julien. On serait traumatisé pour moins que cela. Il en parle en stylisant les choses, mais il parle néanmoins de tragédie. Et c'était une tragédie. Et ça pose la question de la personnalité de Julien. Il y a un article très ancien de Jean Bouffarty sur l'état mental de l'empereur Julien. Et je pense que le dossier et l'article peut être prolongé, parce que Julien lui-même confie très régulièrement ses problèmes d'élocution, d'enthousiasme. Les chrétiens y ont vu une personnalité un petit peu fragile ou dérangée. Ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de rhétorique là-dedans. Mais il est clair que sa personnalité, son émotivité a été marquée par cette enfance et par ce massacre familial. Alors, dans sa plus tendre enfance, il va être assigné à résidence, si on peut employer des termes contemporains. Il va être constamment surveillé, mais on va quand même lui assurer une bonne éducation. Alors, quels ont été ses premiers maîtres et ses premières influences ? Exactement, vous avez raison de signaler ces deux aspects, que les sources opposées, païennes et chrétiennes, majorent ou minorent selon leur point de vue. C'est-à-dire que oui, ça a été une éducation surveillée de la part de Constance. Donc les sources païennes vont insister sur les espions, sur les difficultés, sur l'héroïsme de Julien qui réussit à survivre à cette éducation, mais il n'empêche que ça a été une très bonne éducation. Il a reçu une éducation classique, ce qui veut dire que Constance a veillé à assurer à ce jeune prince, à ce cousin, la meilleure des éducations possibles. Ce dossier de l'éducation de Julien a fait l'objet d'un travail assez remarquable de Jean Bouffarty. Dans son gros ouvrage « L'empereur Julien et la culture de son temps », il a reconstitué son cursus, ses lectures, ses professeurs avec une minutie assez impressionnante. Que sait-on ? Et on sait beaucoup de choses sur son éducation, en particulier sur ses maîtres. Les noms qui émergent, il y a d'abord un certain Mardonios, qui a été son pédagogue, et peut-être la seule personne qu'il ait vraiment aimée. Donc il y a un lien très fort avec ce pédagogue, au sens grec, qu'il a emmené à l'école, qui lui a ouvert les portes de toute la culture grecque, d'Homère en particulier, qui a été aussi un professeur de morale et d'ascèse. Et Julien, ce qui est sûr, ce que l'on sait, était un sage ascétique sur le plan moral. Donc il reçoit cette éducation dans le palais de Constantinople. À Nicomédie, on pense qu'il reçoit aussi certainement des leçons de rhétorique de Libanios, qui deviendra ensuite l'un de ses amis et l'un de ses défenseurs. Et puis, donc ça, c'est l'éducation et le niveau que l'on pourrait dire primaire et secondaire. Et très rapidement, il a accès à ce qu'on pourrait appeler l'enseignement supérieur de l'époque, et il se rend dans différentes écoles philosophiques en Asie mineure,
des écoles philosophiques qui sont à l'époque dirigées par des philosophes néoplatoniciens. On le retrouve à Pergame, à l'école d'un certain Aidésios, où là, il est en contact avec la grande philosophie païenne de la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire le néoplatonisme, et il a accès à deux courants différents du néoplatonisme, un courant rationaliste, rationnel, et un courant plus théurgique. La théurgie, c'est l'action des dieux dans la vie du fidèle néoplatonicien. Et on pense qu'il reçoit là un enseignement assez poussé dans ces deux filières néoplatoniciennes, et qu'il devient lui-même une sorte de théurge. On le retrouve ensuite à Éphèse, auprès d'un certain Maxime d'Éphèse, qui est un philosophe néoplatonicien et un commentateur d'Aristote qui joue un grand rôle dans la vie de Julien, aussi bien dans son éducation à ce moment-là, qu'ensuite dans ses projets de restauration païenne. Julien a toujours dit que son éducation philosophique n'était pas aboutie, qu'il en était simplement resté à l'antichambre de la philosophie. Par contre, sur le plan de la théurgie, il a été initié donc à ce néoplatonisme assez mystique répandu à cette époque-là. Son éducation se poursuit dans une sorte d'apothéose à Athènes en 355. Il a l'autorisation, certainement négociée par l'impératrice Eusébie auprès de Constance, de se rendre à Athènes. Ce séjour est court, printemps-été 355, et on pense qu'il suit là les cours essentiellement de sophistes, c'est-à-dire de professeurs de rhétorique, et non pas de philosophes, peut-être parce que Constance avait mis son veto à sa fréquentation des écoles philosophiques d'Athènes. Donc un cursus philosophique assez important, une éducation assez riche, qui présente tout de même des particularités notables. Vous l'avez dit, c'est une éducation sous contrôle et surveillée. La raison, là c'est Eunape de Sardes, un historien païen qui nous la donne, c'est que Constance préférait le voir se perdre, je cite dans les livres, et croupir dans l'oisiveté intellectuelle plutôt que de penser à sa condition familiale et à l'Empire. C'était, d'après Eunape, le projet de Constance, l'enfermer dans les livres pour qu'il ne songe pas à ses droits et à ses prétentions sur le gouvernement de l'Empire. Vous avez parlé aussi de sa période de réclusion dans un monastère en Cappadoce pendant 5 ou 6 ans. Alors là aussi, Julien s'en plaint, mais en même temps, il a eu accès à une très riche bibliothèque avec des ouvrages chrétiens, évidemment, puisqu'on était dans un contexte chrétien, mais aussi païen. Et là, avec des lectures assez libres et assez autodidactes, finalement. Il faut dire aussi qu'il a été éduqué aussi dans une culture chrétienne. Il a même été baptisé. Exactement. Il a été baptisé et il a occupé des postes de lecteur dans le clergé chrétien. Les premiers stades de la hiérarchie chrétienne, Julien a occupé ce stade-là. Donc il a participé aux offices, il a appris les textes, il a lu les textes. Donc il y a un Julien, enfant, adolescent, chrétien, qui participe à la liturgie. Et on sait par ailleurs qu'il savait très bien participer à la liturgie, puisque des années plus tard, lorsque là il est secrètement païen, il est capable de donner le change et de participer à des liturgies comme lors de la fête de l'Épiphanie dans les années 360. Et alors, allez-y. Ce que je soulignerai encore, c'est que son éducation, il la pense lui-même, et ses maîtres, ce Mardonios dont on a parlé, ce Maxime d'Éphèse, il voit en eux de véritables guides spirituels. Il parle d'hégémone, de guide, de catéguémone. Donc, cette éducation est déjà une vie spirituelle pour lui. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer son attraction pour les cultes païens ? Son attraction pour les cultes païens, d'abord, c'est l'époque. Il faut rappeler que malgré Constantin, malgré le tournant constantinien, les cultes païens ne sont pas interdits, sont toujours autorisés. Ensuite, c'est son intérêt personnel, sa passion pour la culture grecque, pour Homère, pour Platon. Donc les deux se rejoignent, les circonstances historiques et sa propre curiosité intellectuelle. Il va se faire initier au mystère de Mithra, d'Éleusis, d'Isis. Exactement, lors de son séjour à Athènes en 355, il a vraisemblablement été initié au mystère d'Éleusis. Il a connu des initiations aussi au culte de Mithra, qui ont été contestées un moment par Robert Turcan, mais depuis Jean Bouffartigue, il le dit clairement, il a été initié au mystère de Mithra. Et on verra que ça joue un rôle ensuite dans sa vision du paganisme et dans ses projets de restauration païenne. Et oui, alors justement, dans ce paganisme de Julien, est-ce qu'on peut dire qu'il est religieux, philosophique, mystique ? Je dirais les trois. D'accord. Je dirais les trois aspects.
c'est religieux, c'est philosophique, puisqu'il est dans la doctrine néoplatonicienne qui a une réinterprétation de ces dieux, une lecture allégorique des mythes d'Homère, des mythes de Platon, mystique parce qu'il y a une dimension très subjective, très forte, très émotive, très personnelle de sa part. On est au IVe siècle où le jeu et le moi apparaît dans la littérature, et chez Julien, ce n'est pas que de la rhétorique, il y a une réalité et une sincérité derrière. Et je rajouterai aussi une quatrième dimension, c'est que ce paganisme est aussi pour lui politique et romain. Très tôt, il y a l'idée qu'il est inscrit dans la famille des empereurs romains qui doit régner, et le paganisme devient aussi un moyen de gouverner l'Empire romain, de rétablir l'Empire romain dans son identité. Ce que plusieurs empereurs dans le siècle précédent avaient cherché à faire, que ce soit Galien, que ce soit Aurélien, lui a aussi ce projet-là en tête. Est-ce qu'il imagine déjà un jour d'être au pouvoir ? Dans sa reconstitution et dans sa vision rétrospective, oui, il a eu des révélations de la part d'Hélios, le dieu de son ancêtre Claude le Gothique, qui lui promettent le pouvoir. Et donc les événements vont confirmer peu à peu ces révélations personnelles. Parce qu'on peut dire qu'au début, c'est surtout un parcours intellectuel, mystique, mais finalement, en 355, il va être nommé César. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Constance le nomme finalement à ce poste ? Exactement. Donc, déjà, essayons de nous replacer dans la scène. On est en début novembre 355. La scène est à Milan, Mediolanum, dans le nord de l'Italie. C'est l'une des capitales occidentales de l'Empire, d'où les empereurs peuvent plus facilement intervenir et surveiller sur le limes, la frontière rhénane, en Occident. La scène nous est rapportée par Ammien Marcellin, qui est un historien très fiable, plutôt favorable à Julien, mais relativement objectif. Constance présente son cousin Julien à l'armée, l'armée l'acclame, il devient donc César. Pour quelle raison ? L'empereur qui le surveillait, qui l'avait tenu à l'écart, choisit de cette promotion au Césarat. D'abord, il y a une nécessité dans le gouvernement de l'Empire. Constance est seul Auguste depuis la disparition de ses frères. Il a dû affronter des usurpations, notamment en Occident. Et l'Occident en Gaule a pâti de ces usurpations. Et la Gaule est menacée par des incursions barbares d'Alamans, notamment sur le Rhin, qui pillent, prennent des villes. Donc là, il y a une nécessité politique. Et Constance agit là en empereur romain soucieux de l'unité de l'Empire. Par ailleurs, il avait nommé son frère Gallus avant lui. Exactement. Donc, dans les années 352, 353, 354, il avait promu Gallus dans la même perspective César, mais les choses s'étaient mal passées. Il était à Antioche. Gallus était d'un tempérament assez impétueux. Gallus s'est fait détester, a prononcé des exécutions. Donc, ce Césarat s'est mal passé, ce qui fait que Constance a dû intervenir et a exécuté Gallus. Ce qui fait que Julien se trouvait dans ces années-là, de nouveau dans une période d'incertitude, de menace, dans les années 354, et puisque certains complotaient dans l'entourage de Constance contre Julien, en indiquant que Julien avait fait partie de l'entourage de Gallus, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Donc, période d'incertitude pour lui, son élévation au Césarat donc tient compte de la situation de l'Empire, et certainement de l'intervention de l'impératrice Eusébie. L'épouse de Constance. Voilà. En faveur de laquelle il écrira d'ailleurs un panégyrique très beau, un texte très beau, qui est plein de rhétorique, mais dans lequel il y a une part de sincérité et de gratitude de la part de Julien à l'égard de Sainte Impératrice, qu'il a soutenue à différents moments, dans les années 350. Alors, quelle était la réelle intention de Constance dans cette nomination ? Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est un piège politique ? Là encore, toujours difficile de démêler la part des choses, les deux. Il avait réellement besoin d'asseoir une autorité impériale dans cette partie de l'Empire parce que lui avait fort à faire en Orient face aux Perses. Et les armées lui sont reconnaissantes de réintroduire un co-empereur issu de la dynastie. Donc ça va jouer dans la popularité de Julien d'ailleurs. Mais il est clair que c'est un César qui est quand même surveillé par l'entourage auquel Constance le confie.
Donc c'est une sorte de piège, de mise à l'épreuve en tout cas. Ouais. Il y a des généraux rivaux, il y a des espions, et une situation qui est réellement difficile à gérer. Donc Constance n'a pas intérêt non plus à ce qu'elle se dégrade trop en Gaule, mais si parce qu'il craint les usurpations qui émaneraient de généraux rivaux. Oui. Donc là, difficile d'appréhender la réalité des intentions de Constance, puisque si on a beaucoup de confidence de la part de Julien, on n'a pas l'équivalent de la part de Constance. Oui. Il faut aussi se méfier des propres confidences de Julien comme source, puisque Julien majore certainement et son inexpérience de soldat et les difficultés qu'il va rencontrer. Mais il est clair qu'on est dans une situation ambiguë. Alors justement, comment est-ce que Julien passe du jeune lettré au chef militaire ? Oui, alors c'est une grande question. La source la plus fiable là-dessus, c'est toujours Amiens Marcellin, qui a été un officier, qui est un soldat et qui est un historien relativement objectif. Sur quoi Julien a-t-il pu s'appuyer pour devenir ce chef militaire qu'il n'était pas ? Déjà son intelligence et sa culture, sa capacité d'adaptation, son sentiment d'élection. Il est quand même porté depuis l'enfance par cette élection d'Hélios, promis à l'Empire. Donc sa culture lui permet d'apprendre très vite le latin, qui est la langue du commandement et d'armée en Occident. Et il doit dégager un réel charisme, puisque rapidement, la troupe, les gens qui l'approchent, quand ils ne sont pas des espions ou des proches de Constance, lui reconnaissent un certain charisme. Il a l'impression, ce qui ajoute à son euphorie, puisque dans les moments importants de sa montée des marches, finalement, ajoute à son euphorie le sentiment de marcher dans les pas de César. La pacification de la Gaule, finalement, c'est un nouveau Jules César qui a à remettre la Gaule en ordre. Oui, parce qu'il faut le dire, il a quand même très rapidement beaucoup de victoires sur ces barbares le long du Rhin. Exactement. Les débuts sont assez mitigés, son inexpérience joue, mais il apprend très vite. Je pense que ce qui a été important, c'est que, et là c'était la bonne décision de Constance, un choc psychologique a été créé. Les troupes et les généraux ou les officiers gaulois ou romains sur le limès rhénan avaient été désorganisés par l'usurpation de Magnence et l'affrontement avec Constance. L'idée qu'un César arrive, qu'il y a de nouveau une collégialité du gouvernement, crée un choc psychologique et les troupes romaines sont prêtes à repartir et reprendre les places et les villes prises par les Alamans. Il y a le souvenir de Constantin, qui avait remporté aussi ses premières victoires dans cette région-là. Et Julien réussit parce que sa stratégie militaire est doublée d'une très bonne administration. Sur le plan de la fiscalité, de la justice, il se fait remarquer et il se fait apprécier des populations en Gaule et sur le limès. Par ailleurs, il prend cette mission très au sérieux et il a éprouvé un réel attachement pour la Gaule. Il parle de sa chère Lutèce, dans le premier texte que l'on est historique sur Paris, le premier texte historique sur la ville de Paris, la première source littéraire est un texte de Julien, en grec, qu'il faut lire d'ailleurs. Et il obtient donc des résultats intéressants. Les villes d'Autun, de Cologne, en 356 sont reprises lors de la première campagne de 356. Mais surtout, évidemment, c'est la grande victoire dite de Strasbourg, en 357, contre les Alamans, où il se paie le luxe de capturer un roi alamand dont on a le nom, Cnodomar. Il reprend les villes qui avaient été conquises par les Alamans et il envoie ce roi prisonnier à Constance. Donc là, on a une grande victoire que l'on peut légitimement lui attribuer, puisqu'elle est acquise au prix d'une sorte de trahison d'un général romain allié de Constance, qui devait l'aider et qui, au dernier moment, n'a pas rejoint l'armée de Julien. Donc, c'est un exploit de la part de Julien, que Julien va évidemment promouvoir dans sa propagande. On sait qu'on a perdu, on sait qu'il existe un livre sur sa campagne contre les Allemands et sur la victoire de Strasbourg, qu'il diffuse à ses proches dans tout l'Empire. Donc, ça devient, pour lui, un moteur de sa propagande. Oui. Alors, il va devenir en fait très populaire auprès de ses soldats. Et ils vont le proclamer Auguste avant d'être nommé officiellement. Exactement. Donc là, on est en 360, la scène est à Paris, sur l'île de la Cité, à Lutèce, où il réside, où il passe les hivers. Il a choisi Paris comme résidence entre ses campagnes sur le Rhin. Comment cette usurpation, cette proclamation de Julien Auguste intervient-elle ? La cause en revient à Constance, qui s'effraie un petit peu de la popularité et des succès de son cousin.
et qui a par ailleurs des soucis sur le Danube et en Orient, et donc qui exige que Julien lui rétrocède, lui renvoie des troupes, une part importante de ses troupes, puisqu'il n'en aurait plus besoin en Gaule, et Constance en a besoin, lui, sur les autres fronts. Il lui demande donc de rapatrier ses troupes dans son giron à lui. Il faut dire que Constance a subi en 359, en tout cas son armée a été enfermée dans la citadelle d'Amida en Perse, donc il y a de réels besoins. Ce n'est pas simplement une entreprise pour museler Julien. Il n'empêche que Constance lui demande ses meilleures troupes. Ça correspondrait, d'après ce que disent les historiens, à un tiers ou la moitié des effectifs de l'armée de Julien. Accepter serait se soumettre, ce serait une humiliation pour Julien, mais refuser serait entrer immédiatement en rébellion et dans l'usurpation. Très habilement, Julien accepte, manifeste sa loyauté, mais va certainement agir en sous-main pour que ses troupes le réclament. Et en tout cas, très rapidement, ces troupes de Gaulois, de Francs, sont très mécontentes de devoir partir sur le Danube ou en Orient. Le mécontentement est réel, elles ont très peu envie d'aller combattre là-bas, et puis Julien a une réelle peur aussi de dégarnir ce front qui est encore fragile malgré la victoire de Strasbourg. Les envoyés de Constance qui lui réclament ses troupes vont commettre une autre erreur. Il prévoit d'organiser le départ de ses légions depuis Paris, depuis Lutèce, qui est devenu le QG de Julien depuis 3 ans. Finalement, tout est prêt pour l'usurpation. Constance a été assez maladroit dans ses demandes. Donc Julien accueille ses troupes qui refluent depuis la Gaule à Lutèce. Il les accueille à bras ouverts, il organise un banquet d'adieu, il écoute leurs requêtes de façon complaisante. Très rapidement, dans la nuit, d'un soir de février 360, les esprits des soldats s'échauffent, des officiers, et de nuit, les soldats se massent devant le palais impérial, sur l'île de la Cité à Paris, acclament Julien Auguste, lui demandent de se montrer, lui nous raconte et nous confie qu'il hésite, qu'il repousse le diadème, qu'il n'a pas voulu l'usurpation, mais que finalement, il est proclamé Auguste malgré lui. Comme un signe des dieux, un songe l'a convaincu d'accepter, il ne pouvait plus reculer. Alors là, on a un phénomène classique de l'usurpation comme on en a eu au IIIe et au IVe siècle, mais on le vit de l'intérieur avec toute l'ambiguïté et l'hypocrisie dont fait preuve Julien à ce moment-là. Il a bien été à la manœuvre, on le sait par l'historien Eunape de Sardes, donc une grande habileté dans cette usurpation de Lutèce en 360. Grande habileté encore, parce que l'usurpation faite, il engage néanmoins des négociations avec Constance. Il envoie des ambassadeurs, des courriers, qui agacent Constance. Constance est en Orient. Constance rejette les offres que lui fait Julien et qui ne sont pas toutes connues. Et très rapidement, Julien va marcher contre Constance. Donc, on est à la veille d'un affrontement, comme l'Empire romain l'a connu très souvent, entre deux armées, deux empereurs. Sauf que 361, Constance meurt. Exactement. Alors là, les deux armées étaient en route. Julien était déjà dans l'actuelle Serbie, sur le Danube. Constance aussi faisait demi-tour en Asie mineure. Et très rapidement, Constance meurt en novembre 361. Julien y voit un nouveau signe des dieux. Il n'a jamais voulu, il le proclame, l'affrontement. Il n'a jamais voulu, encore moins, tuer son cousin. Les dieux en ont décidé tout naturellement, pas de sang versé, pas d'affrontement. Il y voit un nouveau signe de son élection. Alors, il devient Auguste, l'Empire est dirigé par lui. Quelles vont être ses premières mesures ? Ce qui est clair, c'est qu'il éprouve, vu les événements, une réelle euphorie mystique. On a des lettres de lui, puisqu'on a une correspondance de Julien, d'exaltation très sincère de se retrouver à la tête de l'Empire romain. Les premières mesures, donc il orchestre une grande propagande en écrivant des lettres aux cités de l'Empire, à ses amis. Il fait venir auprès de lui toute une bande d'intellectuels païens, de philosophes néoplatoniciens. On a des lettres en particulier à Maxime d'Éphèse, et lui sort de sa clandestinité païenne en déclarant « Nous adorons les dieux ouvertement ». Il multiplie les sacrifices à la tête de l'armée. Donc, ses premières décisions sont de se rendre à Constantinople, et là, de façon très loyale, il organise les funérailles et l'apothéose de Constance. Donc là, on a le membre de la dynastie constantinienne très soucieux de la continuité de l'Empire. En même temps, il organise une épuration au sein du palais. Donc, les proches de Constance, les eunuques, les espions il y a des exécutions, il y a des éloignements, et il fait venir ses amis païens à Constantinople.
Il prend très au sérieux aussi sa dignité de grand pontife que les empereurs romains n'avaient jamais renié, mais qui prend évidemment une autre dimension avec un empereur qui se veut païen. Il correspond avec les grands prêtres païens dans tout l'Empire. Donc la restauration du paganisme fait partie des premiers points du programme julianien. Oui, clair. Il avait déjà renié le christianisme en fait. Oui, on pense, alors là aussi difficile de reconstituer, il a été chrétien et a reçu une éducation chrétienne dans son enfance. Jusqu'à quand l'a-t-il été sincèrement? Lui nous dit, mais de façon rétrospective, que très tôt, dès l'âge de l'enfance, il a reçu une révélation d'Hélios et il a été un adepte d'Hélios très tôt, difficile de vérifier. Son apostat date de quand? Difficile de... On ne sait pas. L'adolescence. L'adolescence, d'après ce qu'il me dit. Alors l'apostasie personnelle intérieure est tenue secrète de l'adolescence. Et ensuite, l'officialisation au moment de l'usurpation et de la mort de Constance. Alors, une fois empereur, il a émis un édit de tolérance à l'égard des chrétiens. Oui, l'une des premières mesures est la publication d'un édit de tolérance à l'égard des chrétiens. Alors là aussi très habile, mais l'idée est de faire revenir tous les chrétiens exilés par Constance, puisque le christianisme est déchiré en différentes tendances. Le christianisme de Constance, c'était l'arianisme, donc des évêques orthodoxes ou d'autres tendances avaient été exilés. Son idée est de, par la tolérance, de faire revenir tous ces évêques exilés de façon à créer une certaine zizanie entre les chrétiens pour affaiblir le christianisme. C'est ça. Il y a une vraie stratégie, il veut affaiblir justement en les réunissant, quoi. C'est un peu divisé pour mieux régner, est-ce qu'on peut dire ça? Exactement, c'est ce que lui reprochera d'ailleurs Grégoire de Nazianze, l'un de ses condisciples à Athènes et l'un des premiers auteurs de discours contre Julien. Grégoire de Nazianze a bien décrypté son habileté, ce qu'il appelle sa fausse tolérance, sa persécution douce, voilà. Et alors, il va même vouloir démontrer que les prophéties du Christ ne sont pas exactes, puisqu'il va entreprendre la reconstruction du temple de Jérusalem. Exactement. Son idée de reconstruire le temple de Jérusalem, on a une lettre de lui, un fragment de lettre, s'explique pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans sa détestation du christianisme et dans sa critique du christianisme, qu'il appelle l'athéisme. Et qu'il appelle l'athéisme, le christianisme pour lui est une dégénérescence par rapport au judaïsme. Il préfère le judaïsme, qui est une religion ancienne, plus ancienne, qui est une religion associée à un peuple. Le Dieu des Juifs est pour lui ce qu'il appelle, il a une théorie des dieux ethnarques, c'est-à-dire des dieux qui président à un peuple. Le christianisme a abandonné tout cela. Le christianisme est une trahison du judaïsme. Donc, il veut démontrer que le Christ n'a pas raison en reconstruisant ce temple. Oui, exactement. Et il y a une troisième raison qui est aussi politique, c'est que ça se passe dans les années 361-362. C'est l'idée de recréer une certaine unité dans l'Empire pour associer la communauté juive avec l'idée de son expédition contre les Perses. Il y a aussi des Juifs en Perse, donc il y a une intention aussi politique dans ce projet de reconstruction du temple de Jérusalem qui ne va pas aboutir puisque des tremblements de terre font que les projets de reconstruction échouent. Vous imaginez évidemment que les polémistes chrétiens vont s'emparer de ces tremblements de terre et de cet échec pour montrer que le Dieu des chrétiens est intervenu pour arrêter ce projet de Julien. Alors revenons au paganisme qu'il veut réinstaurer. De quel paganisme parle-t-on exactement? Question très intéressante et fondamentale pour Julien, pour cette période-là et pour le IVe siècle. Et question aussi difficile à trancher et un peu ambiguë. Son paganisme, justement, est très ambigu. D'un côté, Julien nous dit « Je fuis l'innovation en toutes choses et en particulier en matière religieuse ». L'innovation, ce qu'il appelle en grec la kainotomia. Donc, il donne l'image de quelqu'un, d'un restaurateur, de revenir au culte ancien, aux dieux d'Homère et de Platon. Mais en fait, Julien est un novateur. On le voit par sa promotion du culte d'Hélios. Dans ses théories religieuses, il y a une forme de syncrétisme. Son dieu, il le nomme Zeus, il le nomme Hélios, il le nomme Mithra. Tout ça est dans un cadre néoplatonicien, c'est-à-dire que ce dieu est issu de l'émanation, comme on le dit dans le néoplatonisme, de l'un néoplatonicien, dont il ne parle pas beaucoup. Et tous les autres dieux sont soumis à cet Hélios, Mithra, Zeus. Donc on a un panthéon qui n'est pas traditionnel, qui est reformaté ou en tout cas en cours de réorganisation. Par ailleurs, il promeut des dieux, ce qui l'intéresse, c'est des dieux sauveurs, curieusement, et des dieux plus ou moins ressuscités dans leur mythe. Il fait la promotion d'Héraclès, d'Asclépios
et de Dionysos. Okay. Donc on a en fait un panthéon assez nouveau, en gestation, remodelé. Ouais. Là aussi, je citerai des formules très éclairantes de Jean Bouffartigue qui parlent, je cite, de l'habillage antique d'une religion moderne, ou encore d'une religion nouvelle sous une façade classique. C'est exactement ça. Voilà. Il fut l'innovation, mais on a quelque chose de nouveau, et ce qui n'est pas étonnant puisqu'il y a évolution des spiritualités avec le néoplatonisme. Donc Julien s'inscrit clairement dans cette mouvance. Il était clairement en recherche. Dans les dernières œuvres écrites dans les 6 derniers mois, il y a des traités de théologie. Il a à peine 30 ans. On peut imaginer qu'il aurait continué dans cette voie-là. Oui. Alors, et la meilleure preuve de cette ambiguïté entre l'ancien et le nouveau, finalement, nous est fournie par la numismatique. Et l'une des dernières frappes de monnaie décidées par Julien dans les 6 derniers mois au moment de l'expédition contre la Perse, on a un revers de monnaie qui montre un taureau étoilé. Un taureau surmonté de 2 étoiles. C'est une monnaie qui a fait couler, donc qui a été assez répandue dans l'Empire, et notamment en Orient et en Antioche, donc qui a fait couler beaucoup d'encre auprès des numismates avec des interprétations très différentes, parce qu'on peut y voir une interprétation purement religieuse. Ce taureau n'est-il pas le taureau de Mitra? C'était bien une image mitraïque et néoplatonicienne, solaire, qui s'opposait évidemment au symbole chrétien et au chrisme, mais ça remonte, les interprètes nous disent de la numismatique romaine que ça remonte aussi à une littérature romaine très archaïque, et il y a évidemment une signification militaire liée à la campagne perse du début de 363. Donc finalement, je trouve qu'avec cette monnaie du taureau étoilé, on a un peu toute la richesse et les ambiguïtés de Julien. Il y a beaucoup de très anciens, beaucoup de nouveaux, de façon très habile. Alors, dans le contexte de ce IVe siècle, quand même, le développement du christianisme, est-ce qu'on peut dire que son projet était réaliste de réinstaurer le paganisme? Je pense qu'on peut dire que c'était réaliste, car en ce milieu du IVe siècle, si le christianisme a progressé, le paganisme et les cultes traditionnels ne sont pas pour autant interdits, ils sont vivaces et ils disposent encore de solides relais dans les élites. Chez ces philosophes, mais dans l'armée aussi, dans l'administration aussi, dans les élites, on peut imaginer que la moitié des élites sont païennes. Pas dans le Sénat de Constantinople, mais dans le Sénat romain, il y a, le Sénat romain de Rome, des élites qui sont encore majoritairement païennes. Donc le projet était relativement réaliste, il était assez habile aussi, donc ce n'était pas complètement farfelu. D'accord. On pourrait se poser la question, pourquoi ce christianisme représente aux yeux de Julien un danger civilisationnel? Alors, première raison, vous l'avez dit tout à l'heure, pour lui, le christianisme est une aberration. C'est une aberration philosophique, c'est une aberration théologique et historique. Trahison du judaïsme, cet homme Dieu, à la fois Dieu... Voilà, enfin, c'est ce qu'il expliquera dans son ouvrage de polémique, qui était un gros ouvrage, et sûrement l'ouvrage de polémique antichrétienne le plus abouti, que l'on a appelé le Contre les Galiléens. Par ailleurs, il reproche au christianisme d'être une religion d'illettrés, d'incultes. C'est le cas, c'est vrai pour les... Et le christianisme en est très fier, pour les premiers disciples, qui sont des pécheurs. L'idée heureux les pauvres en esprit, non, pour Julien est un intellectuel. Et toute religion ou philosophie religieuse de l'Empire ne peut pas être une religion d'inculte. Ensuite, pour lui, c'est une religion qu'il juge incompatible avec l'éducation, la païdéia, la culture gréco-romaine. Et c'est là qu'il a tort. Voilà. C'est sûrement, on y reviendra, l'une de ses erreurs, mais en tout cas, c'est son idée. Le christianisme, qui ne parle ni d'Homère ni de Platon, ne peut pas être la religion de l'Empire et une religion d'avenir. Et par ailleurs, pour lui, alors là c'est l'empereur romain à la dimension politique, le christianisme est un ferment de discorde dans l'Empire. C'est anti-romain, alors ce qui n'est plus tout à fait le cas avec le tournant constantinien, mais il n'empêche qu'il y a les hérésies, les problèmes que posent les conciles et les problèmes doctrinaux, donc c'est un ferment de discorde inutile. Très bien, alors il faut qu'on parle de sa dernière bataille. Julien va lancer une campagne contre les Perses. Pourquoi veut-il se battre contre les Perses ? Alors, plusieurs raisons l'expliquent. Comme pour Constance tout à l'heure, c'est un peu la géopolitique et la situation de l'Empire qui dictent ses conditions et qui dictent ses lois. La menace perse avec le roi Sapor, si on parle latin, ou Chapour II, est une réelle menace. Il a tenu tête à Constance. L'armée romaine a abandonné des positions dans cette région-là.
ce roi Sapor est menaçant, il a des informations sur l'accession de Julien, sur sa restauration païenne, sur des dissensions qui pourraient exister dans l'armée et dans l'administration de l'Empire romain. Donc Sapor veut pousser son avantage et Julien est obligé de reprendre là la grande tradition de contenir l'ennemi et si possible de l'emporter sur cet ennemi historique de l'Empire romain. Les premières batailles vont être victorieuses. Exactement, parce que c'est une expédition qu'il a mûrement préparée. Il s'installe dès juillet 362 à Antioche pour préparer l'expédition. Donc elle est mûrement préparée, même si on a des sources, pas forcément hostiles à Julien, qui indiquent que certains membres de l'état-major lui ont déconseillé. Il y a eu des présages païens défavorables. Et donc là, même dans des sources plutôt favorables à Julien, on sent naître une forme d'obstination, peut-être d'hubris chez Julien, qui cherche autre chose là, et qui est peut-être moins prudent ou moins habile qu'il l'a été lors des précédents événements. En tout cas, l'expédition est victorieuse, il se met en route en mars 363, l'expédition est au début victorieuse, il entre en Mésopotamie, il y a une stratégie, différentes armées qui avancent, mais très rapidement, fin mai, début juin, les conditions climatiques, des problèmes stratégiques de jonction avec les différents corps de troupes, le moral des troupes qui sont loin de leur base, font que ça tourne rapidement à la déroute. Autre explication, l'hiver qu'il avait passé à Antioche et son arrivée à Antioche dans les mois précédents 362, il avait été accueilli de façon assez hostile à Antioche, ce qui montre qu'il y avait une forme d'opposition de la part des populations chrétiennes qui voyaient de mauvais œil cette restauration. Peut-être que ces dissensions ont certainement habité les troupes aussi, et devant une expédition qui tournait mal, ces dissensions se sont exacerbées lors de la retraite, puisqu'il est obligé de battre en retraite, harcelé par des troupes perses. Et donc c'est le 26 juin 363 qu'il est mortellement blessé. Alors par qui? Pourquoi? Là encore, beaucoup de points d'interrogation et beaucoup d'interprétations. On pense, si on suit Ammien Marcellin, qui est encore notre historien le plus objectif dans toute cette histoire, Ammien dit et écrit que la lance qu'il blesse émanerait peut-être des rangs de sa propre armée. Et c'est notre meilleur témoin. Donc, est-ce un moment de confusion? Est-ce un accident? Est-ce, alors là c'est la thèse de Libanios, païen, qui voit l'attentat d'un soldat chrétien. Ça n'est pas impossible, mais c'est la thèse de Libanios pour charger les chrétiens dans la mort de Julien. Ça n'est pas exclu. Il est peut-être aussi victime de troupes nomades alliées aux Perses qui harcelaient l'armée. Difficile de savoir. En tout cas, la mort de Julien va être interprétée de façon très différente selon les deux camps, évidemment. Il y aura une lecture providentialiste de la part des chrétiens et de la part des païens. Ça sera l'inverse, évidemment. Alors, le mythe voudrait qu'il aurait dit « Tu as vaincu Galiléen ». Est-ce que c'est vrai? Voilà, alors ces derniers mots, ces ultima verba de Julien ont fait là aussi couler beaucoup d'encre. Ils sont généralement considérés comme inauthentiques. Alors, la source, c'est la propagande chrétienne, mais je pense qu'on peut quand même, donc sans trancher évidemment, mais on peut accorder un certain crédit à cette formule, parce que si c'est une fabrication chrétienne, si c'est une forgerie chrétienne, elle est quand même très julianienne et très étonnante avec l'emploi du mot galiléen. C'est pas une victoire du Christ, c'est une victoire, donc il y a toute la colère, et dans son style très lapidaire, et elle est bien dans le style de Julien. Donc, le doute est permis, il se pourrait que ce soit une formule de Julien. En tout cas, elle n'est pas rapportée par Ammien, mais Ammien a un récit de la mort qui est très stylisé, très rhétorique. C'est la mort du sage, dans la lignée de Socrate, très beau texte, mais là, c'est Ammien qui fait de la rhétorique et pas de l'histoire. Donc, je me garderai bien de trancher. Il y a quand même quelque chose de très julianien dans la formule. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il meurt? Circonstance difficile puisque c'est la déroute, l'armée romaine bat en retraite, l'état-major se réunit, il va falloir rapidement trouver un successeur pour assurer la suite et négocier la paix avec les Perses, et c'est un certain Jovien qui va être désigné par l'état-major pour accéder à l'Empire et négocier une paix qui va être une paix très défavorable évidemment à l'Empire romain. Ce que les païens et le parti de Julien s'empressera de dénoncer, voilà, le retour d'un empereur chrétien à tout céder à l'ennemi héréditaire parthe. Alors, on l'a déjà évoqué, il faut qu'on parle de cet héritage. Voyons dans un premier temps comment les auteurs chrétiens ont construit la mémoire noire, du coup, de Julien.
Alors là, on a des noms très précis, des coupables dès le début. Le grand coupable de l'édification de cette légende noire de Julien, c'est Grégoire de Nazianze. Grégoire de Nazianze, qui est par ailleurs un immense écrivain, un immense théologien, est la source majeure pour la vision chrétienne de Julien. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Grégoire de Nazianze est contemporain de Julien, qu'il a été son condisciple à Athènes, lors de ses études à Athènes. Donc c'est quand même un témoin très intéressant, un témoin oculaire du personnage Julien, de l'étudiant Julien. Et cette légende noire, il la met en œuvre dans ses discours 4 et 5 que l'on appelle contre Julien, qui sont pleins de rhétorique, pleins de colère, pleins d'interprétations providentialistes chrétiennes évidemment, mais aussi pleins d'informations factuelles et qui attestent une réelle lecture des écrits de Julien. On a souvent considéré ça comme un pamphlet anti-julianien. C'est plus qu'un pamphlet, c'est une source intéressante sur Julien parce que l'une des premières, les plus anciennes, est d'un témoin intéressant. Pour Grégoire de Nazianze, la thèse est simple, Julien a été châtié de ces persécutions que je mets entre guillemets et que Grégoire de Nazianze est aussi obligé de mettre entre guillemets. Julien a été puni par la Providence, par le Dieu chrétien, pour avoir voulu restaurer le paganisme et persécuter les chrétiens. Et alors, quelle image ont transmis les auteurs païens ? Du côté des païens, évidemment, c'est l'inverse. L'épopée de Julien, puisque sa vie jusqu'à l'expédition en Perse est considérée comme une épopée, donne lieu à une élaboration stylisée. On pleure un héros, on le divinise. Amiens en fait le héros de son histoire. Amiens, qui est un écrivain et un historien assez extraordinaire, assez objectif, a quand même construit l'image d'un héros, Julien. Libanios, lui qui est un sophiste et un rhéteur, évidemment fait le héros de ses discours, c'est un nouvel Achille. Il y a donc une sorte, dans ces milieux païens proches de Julien, une sorte de culte de Julien qui est quasiment érigé en demi-dieu. Par ailleurs, pour les milieux païens, c'est le vrai dernier grand empereur. Et tous les malheurs de la suite de l'Empire viennent de l'échec de Julien et de la mort de Julien. Ce qui suivra, la défaite d'Andrinople en 376, le sac de Rome en 410, puis 476, tout ce qui suivra ensuite ne seront que la conséquence de l'abandon du paganisme. Par ailleurs, pour les païens, c'est un modèle de polémique antichrétienne. Son ouvrage est lu. J'en veux pour preuve la réfutation de Cyril d'Alexandrie, on est dans les années 440, donc 80 ans après le règne de Julien. Le contre-Julien de Cyril d'Alexandrie est une réfutation point par point de l'ouvrage de Julien contre les Galiléens, ce qui montre qu'au 5e siècle encore, Julien est lu dans les milieux païens et ses thèses antichrétiennes sont promues par les philosophes païens. Alors, votre travail montre que Julien continue de hanter toute l'Antiquité tardive, mais sous quelle forme ? Donc il y a le héros, quasiment Dieu, il y a le polémiste antichrétien, il y a le grand écrivain, c'est un immense écrivain. D'accord. Et ces œuvres ont certainement été transmises dans la tradition manuscrite pour cette raison-là aussi, y compris par des copistes chrétiens, au milieu chrétien. Et les païens en font plus que cela. On a trace dans des textes du 5e siècle, dans la vie de Proclus d'un certain Marinus, d'une référence chronologique, d'une ère Julien, concurrente de l'ère chrétienne. Donc qui n'a pas eu un grand développement, mais il n'empêche qu'elle a existé, au moins dans les milieux intellectuels néoplatoniciens d'Athènes et d'Orient. Il y avait une ère chrétienne datée du règne de Julien, un avant, un après Julien. C'est une trace, à mon avis, de ce véritable culte et de cette promotion de la figure de Julien, concurrente de celle du Christ, évidemment. Alors, Julien a écrit un certain nombre de textes. Tous ne nous sont pas parvenus. Est-ce que c'est une volonté délibérée des chrétiens de les supprimer ou est-ce que c'est le hasard de l'histoire ? Les deux. Les deux, évidemment, puisqu'il y a eu, on voit, si vous ouvrez l'ouvrage de la correspondance publié aux Belles Lettres, il y a certaines lettres qui sont clairement censurées. On a le début, on a la fin, et on sent qu'il y a des insultes qui montent contre les chrétiens, et là qu'il y a un trou. Donc il y a eu clairement de la censure de la part des milieux chrétiens, qui ont supprimé certains passages qu'ils jugeaient trop offensants pour la religion chrétienne. Finalement, c'est la question inverse qui est intéressante. Pourquoi la conservation d'une grande partie de ces textes pour des raisons littéraires.
pour des raisons littéraires. Il a été considéré, il a écrit, ses premiers ouvrages sont des éloges rhétoriques de Constance. Alors là, raison littéraire et politique et religieuse, puisque dans la première partie de sa vie, il fait l'éloge de Constance et de Zébi. Donc là, c'était des textes qui étaient favorables finalement aux empereurs chrétiens. Donc on a conservé certaines œuvres de Julien pour cette raison-là. Et ensuite, évidemment, Cyril d'Alexandrie, qui réfute le contre le Galiléen, nous a conservé, puisque pour réfuter, il faut citer, Cyril d'Alexandrie cite beaucoup Julien, et on arrive à reconstituer une très faible partie de l'ouvrage de Julien, mais on a quand même certains fragments du contre les Galiléens. Donc, comme souvent dans l'Antiquité, c'est une transmission difficile, complexe, avec le poids supplémentaire, d'une forme de censure chrétienne. Alors on arrive presque au bout de l'émission. Et pour conclure, est-ce qu'on pourrait dire Julien aurait-il pu inverser l'histoire religieuse de l'Empire ? Alors, grande question. Alors, il est tout aussi difficile, comme vous le disait Vincent Puech pour Constantin, de faire de l'Uchronie. Pour Julien non plus. Il n'empêche qu'on peut avancer quelques raisons. D'une part, son règne a été très court. Alors, que se serait-il passé si les choses avaient avancé ? Autre difficulté qui plaide en faveur d'une hypothèse assez impossible dans l'inversion, c'est l'absence de descendance, puisque, son épouse meurt, qui est une sœur de Constance, meurt en 360, il n'a pas de descendant, pas d'héritier. Et une autre raison de fond qui apparaît dans les derniers mois, 362-363, on a quand même trace du rejet dont il fait l'objet dans certains milieux chrétiens, mais aussi païens, des milieux païens modérés, y compris dans l'armée. Il y a une forme d'épuration de certains régiments avant l'expédition perse à Antioche, et certains milieux païens étaient plus modérés, étaient plus acquis au pouvoir chrétien. Donc, il avait une figure finalement un peu d'extrémiste païen qui pouvait compromettre, si on essaie de faire de l'histoire fiction, compromettre la réussite de sa restauration païenne. Par ailleurs, il arrive certainement trop tard, à un moment où le tournant constantinien a été pris et bien pris, notamment dans les élites, et surtout sur un plan bien particulier qu'il n'a pas vu, sur le plan de la culture classique. Son idée, c'est que le christianisme et la culture classique grecque étaient incompatibles. Justement, l'amalgame a déjà eu lieu à ce moment-là, avec des œuvres chrétiennes assez extraordinaires qui s'emparent de la culture classique. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Julien devient finalement un sujet de la polémique chrétienne et traduit justement la réussite de la littérature chrétienne qui s'approprie aussi bien la philosophie que la polémique philosophique que la rhétorique sur le dos de Julien précisément. Il n'a pas vu que la paideia gréco-romaine pouvait s'amalgamer au christianisme ou l'inverse, et ça se fait précisément dans ces années-là. C'est certainement l'une des raisons aussi de son échec. D'accord. Alors, Julien exerce quand même une certaine fascination. Pourquoi une telle fascination ? Là encore, elle repose sur plusieurs piliers. Dans l'histoire, quand on parcourt le Moyen-Âge, la Renaissance, on voit que les milieux humanistes et antichrétiens de toutes les époques à partir de la Renaissance se sont passionnément intéressés à Julien. Il y a quand même un essai de Montaigne sur la liberté de conscience qui est entièrement consacré à Julien. Voltaire et les Lumières, évidemment, ont été de grands adorateurs, si je puis dire, de Julien. Le contre les Galiléens est traduit à l'époque. Voltaire consacre des articles de son dictionnaire philosophique à Julien aussi. Donc ça, c'est pour des raisons intellectuelles, philosophiques, religieuses. Par ailleurs, l'écrivain intéresse. On entre dans une intimité psychologique, dans une subjectivité. Donc ça intéresse aussi les écrivains. Son destin, évidemment, de nouvel Alexandre, de nouvel Achille foudroyé en pleine gloire à 30 ans fascine, donc il y a une dimension romanesque aussi qui fascine beaucoup jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXe siècle. Et pourquoi cet auteur vous a fasciné, vous ? Si on peut parler de fascination ? Oui, moi je pense que oui. Avec Julien, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui est réellement fascinant, un destin qui est fascinant, et en même temps on est obligé de l'approcher de façon très rationnelle, parce qu'il y a des textes, parce qu'il est empereur romain, parce que c'est un personnage, et parce qu'il a aussi usé de la raison, donc c'est une figure en tout cas stimulante, je trouve, pour penser les rapports entre le pouvoir, les religions, la culture, la littérature, dans une période de mutation comme l'a été l'Antiquité tardive, et ce IVe siècle.
Parfait. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission consacrée à Julien et à la mémoire complexe qu'il a laissée dans l'histoire de l'Antiquité tardive. Un grand merci, Monsieur Sellerier, pour cet échange passionnant autour de ce non-moins. Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne peux qu'encourager nos auditrices et nos auditeurs à découvrir votre livre qui permet de mieux comprendre non seulement la personnalité de Julien, mais aussi la manière dont son image a traversé les siècles entre fascination, polémique et réécriture. Je vous rappelle que cette émission est désormais disponible en podcast sur le site de Liberté FM ainsi que sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à la partager autour de vous sur les réseaux sociaux auprès de celles et ceux que l'histoire antique, la philosophie ou l'histoire des religions peuvent intéresser. Et puis dans notre prochain épisode de Tétrapharmakos, nous aurons le plaisir de retrouver Sébastien Morlet, professeur à Sorbonne Université, que nous avions déjà reçu en 2024 pour son livre Les chrétiens et la culture. Il viendra cette fois nous présenter son nouvel ouvrage, Exégèse et contresens, le commentaire de la Bible dans les extraits prophétiques d'Eusèbe de Césarée, un auteur majeur du IVe siècle. Nous y resterons. Eusèbe de Césarée que nous avons beaucoup évoqué dans l'épisode précédent avec Vincent Puech, puisque Eusèbe était un proche de l'empereur Constantin. Vous le savez, Tétrapharmakos, c'est comprendre et s'en réjouir. Merci beaucoup, Monsieur Sellerier, et au revoir. Merci à vous, au revoir.